matin. Et on va basculer ce matin dans un monde parallèle mais extrêmement puissant et influent, le monde du Darknet. Bonjour Catherine Chambon. Bonjour. Madame, vous êtes sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la PJ. Vous allez nous expliquer votre travail et celui de vos équipes au quotidien pour peut-être un sujet qui interpelle et qui interroge nos auditeurs qui n'en savent pas grand-chose, je dois dire, et j'ai appris beaucoup en préparant cette émission. Avec vous aussi, Nicolas Arpagian, bonjour. Bonjour. Auteur notamment sur le sujet de cybersécurité aux éditions PUF, c'est le que sais-je qui vient d'être réactualisé. D'abord, pour être très très précis sur les termes, comment on traduirait, nous, le dark web et où on le trouve finalement? Alors, il n'est dark que par les activités qui s'y trouvent. C'est-à-dire effectivement qu'on va de manière assez facile qualifier d'illicite. En fait, pour faire simple, Internet, le numérique et le cyberespace est nourri de toutes les informations produites par des particuliers, par des entreprises, par des administrations, qui fait cette masse d'informations accessibles en ligne. Ensuite, si on devait faire une analogie un peu avec un terrain, vous auriez une partie du terrain qui serait aménagé, tondu, éventuellement traité avec, de manière à l'embellir, avec des allées qui seraient dessinées. Ça, c'est la partie de l'Internet qui va être cartographiée par les grands réseaux, les grands moteurs de recherche. C'est ceux qu'on utilise, qui sont propres, ça fait facile d'accès. En tout cas, ils sont cartographiés. C'est-à-dire que c'est par exemple avec Quant, avec Bing, avec Google, avec Yahoo, qui sont ces moteurs qui ont en fait pris l'information, la référence, la documentent, et donc on est dans un endroit où l'information est vraiment publique, au sens où elle est cartographiée et identifiée. Oui, parce qu'on peut trouver aussi de l'illégal et bien sûr, on pourrait trouver des propos illicites. On pourrait trouver des propos illicites. Par contre, au moins c'est référencé, c'est documenté. Et vous imaginez un reste de terrain où habiteraient des gens, alors qui ne sont pas par nature illicites. C'est pas parce que ce n'est pas documenté par les grands moteurs de recherche. C'est juste que effectivement cette information, soit elle n'a pas été documentée, et effectivement parmi cette masse d'informations, c'est un terrain d'épanouissement pour des activités illicites. Et donc cette masse va s'appeler le deep web, le web profond, c'est-à-dire qui vont être justement cette information non cartographiée par les grands moteurs de recherche. Et à l'intérieur de ce deep web, il va y avoir effectivement une activité de darknet, c'est-à-dire un endroit où effectivement vous allez avoir des plateformes d'échange. C'est vrai que le numérique est un lieu d'épanouissement pour faire rencontrer une offre, une demande à l'échelle internationale. Donc là, vous parlez de marché, plus que des forums. Exactement. Alors, les forums peuvent être des endroits où on va discuter de modalités, de prix, de services rendus. On va faire en sorte de pouvoir mettre à disposition des produits qui sont quelquefois des produits physiques, qu'il va donc falloir livrer, et puis quelquefois des produits logiciels, c'est-à-dire par exemple un logiciel d'attaque ou éventuellement des bases de données qui auront été volées et qui pourront faire l'objet soit d'un échange, soit d'une transaction. Donc, attendez, c'est très sophistiqué. C'est très sophistiqué, ça veut dire que on peut tous, nous, avoir demain accès au dark web facilement. Bien sûr. Effectivement, il faut juste utiliser un autre navigateur que ceux que vous utilisez, Internet Explorer, Firefox. Là, il va falloir utiliser, notamment le plus utilisé s'appelle Tor, mais les fonctionnalités, les modalités sont assez comparables. Il n'y a pas de barrière technique qui ferait qu'il faut être docteur en mathématiques ou médaillé Fields pour y arriver. Mais quel serait l'intérêt d'aller nous-mêmes sur un moteur de recherche Tor pour aller sur ce dark web? Pour trouver forcément du mauvais ou c'est aussi un lieu d'expression et d'échange d'informations, notamment dans des pays où les réseaux sociaux sont surveillés. Donc c'est aussi un lieu en tout cas qui rend possible le partage d'informations par rapport à des régimes autoritaires qui vont justement pister leurs opposants. Donc ça a aussi ces vertus-là, ce territoire numérique. Par contre, évidemment, par essence, c'est naturellement devenu un lieu d'échange pour des gens qui ont des produits illicites, alors soit pour mener des actions offensives, soit pour faire du recel, c'est-à-dire, ça y est, j'ai volé quelque chose, je cherche à le revendre de manière à le monétiser et à en faire une activité lucrative. Très bien. Le profil des hommes et des femmes que vous recherchez, Catherine Chambon, comme sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la PJ, sont essentiellement des hommes et des femmes qui font du trafic d'armes, du trafic de drogue? Alors, il y a la plateforme elle-même que vient d'expliquer Nicolas Arpagian, qui est une plateforme technique qui met en relation des acheteurs et des vendeurs. Ceux qui font ces plateformes-là, ce sont des gens plutôt techniciens qui vont avoir un esprit ou libertaire ou qui ont envie d'avoir une activité lucrative et qui vont mettre à disposition de ces acheteurs et des vendeurs des moyens techniques d'achat et de revente.
finalement, si on regarde bien la structure de ces plateformes, elles sont constituées à l'identique de ce que l'on connaît sur le web normal, c'est-à-dire Amazon, avec un référencement des produits, un référencement des clients, un référencement des vendeurs. C'est un grand magasin, quoi. C'est comme un grand magasin, et cette plateforme, ou ces plateformes, qui sont organisées en général sous des manières plutôt linguistiques, et qui ont évidemment des clients et des vendeurs internationaux, sont des aspects très pratiques de la vie courante, mais dans des choses complètement illégales. Comme la vente, vous le disiez, de stupéfiants, de récupération d'informations, de data, d'informations concernant des personnes, des données personnelles. Oui, c'est-à-dire qu'on peut échanger des données bancaires, par exemple. Et par lot, en fait, vous allez acheter des fichiers. En fait, comme elle évoque Catherine Chambon, c'est que, en fait, vous avez un monde qui est éminemment libéral. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez beaucoup d'offres, en fait, il faut que les offres se distinguent. Donc, vous avez des promotions, vous avez des rabais, des discounts. C'est incroyable. Vous avez des rabais sur les données bancaires qui ont été volées. Oui, sur les volumes. En fait, comme quelqu'un qui doit vendre et se distinguer de la concurrence, il va y avoir l'équivalent de carte de fidélité. Pareil, des discounts pour des parrainages. Si à un moment vous voulez parrainer quelqu'un, pourquoi ? Parce que effectivement, dès lors qu'il y a une demande, l'offre s'est constituée et l'offre elle est en concurrence. Donc si vous voulez acheter des numéros de carte de crédit, si vous voulez acheter des données personnelles, si vous voulez acheter même éventuellement des armes ou des stupéfiants, on voit bien déjà qu'ils vont soigner l'ergonomie, faire en sorte de montrer des photos sous tous les angles de l'arme que vous souhaitez acheter, éventuellement avoir des témoignages des clients. Il y en a même qui cherchent à avoir des commentaires sur les réseaux sociaux licites pour être éventuellement distingués, faire en sorte que vous ayez confiance. C'est là où on est dans un monde paradoxal, où comme ce sont des commerçants... faire sourire, c'était pas si grave. En effet. Alors évidemment, ils cherchent à créer un sentiment de confiance, de manière à ce que vous choisissiez cette plateforme plutôt que telle autre, et que d'ailleurs vous commandiez de manière importante, d'ailleurs que vous ayez confiance tant sur la réalité au sens juridique, c'est-à-dire le fait qu'on va bien vous livrer ce que vous avez commandé, et puis peut-être aussi confiance dans la confidentialité de la transaction, de manière à ce que évidemment celle qui achète ne soit pas dénoncé. C'est impressionnant, vous allez en apprendre beaucoup, chère Julie, chers amis auditeurs, c'est quelque chose. Alors on va justement voir qui achète, qui recèle aussi le profil de ceux qu'on trouve sur le Darknet. Évidemment, vous Nicolas Arpagian et vous Catherine Chambon, vous connaissez cet univers pour devoir traquer justement l'illicite et essayer de démanteler ces différents réseaux. On a bien exposé les 3 couches principales du web, le web surfacique qu'on utilise tout, le deep web, et à l'intérieur de cette deep web, ce fameux dark web, avec cette face très sombre aussi des commerces qui peuvent y avoir cours. A tout de suite sur Europe 1 et jusqu'à 10h. N'hésitez pas, vous avez probablement beaucoup de questions. On vous attend avec Julie et on essaiera de vous éclairer au mieux. Jusqu'à 10h, nous parlons d'un phénomène très troublant, le Darknet, la face très noire du net, où se pratiquent toutes sortes de trafics. Wendy Bouchard. Et on en parle à l'occasion d'un incroyable coup de filet dans ce monde du dark web, avec 3 hommes en France soupçonnés d'animer la plus importante plateforme de Darknet francophone, qui ont été arrêtés, mis en examen la semaine passée. C'est dire évidemment que la lutte devient puissante et farouche contre ces hommes et ces femmes qui pratiquent ce web, alors on va dire version très positive, ce web libertaire, et version très noire parce qu'on parle quand même de trafic de drogue, d'armes, d'organes, de pédopornographie, des criminels pour certains, Nicolas Arpagian. Ah oui, alors non, ça il y a aucun doute, c'est de l'activité criminelle, soit parce qu'ils vendent, soit parce qu'au contraire il y a du recel derrière. Donc ça il y a toute l'activité. La seule chose, c'est que il faut quand même noter le fait qu'on commence à avoir des interpellations, on a passé la phase de la fatalité qui était de dire c'est anonyme, c'est technique, c'est international, donc évidemment c'est complexe. Là on commence depuis 2 ans à avoir juin 2018 déjà une première grosse opération, il y a quelques semaines une seconde, là on arrive encore, donc on arrive avec la coopération des différents services d'enquête. Là on a vu ici, c'est les douanes notamment qui étaient à l'origine. Les douanes sont très présentes parce que souvent c'est la contrefaçon des stupéfiants, et ça c'est leur domaine d'intervention. Alors ça c'est formidable parce qu'on a fait, la coopération est très forte. Catherine Chambon, vous êtes bien placée comme sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la PJ. Comment vous travaillez ? Parce que manifestement en 2 ans, vous avez multiplié les opérations. Une partie du Darknet français est cassée aujourd'hui ? Une bonne partie du Darknet français est à mal. Oui. Et c'est un travail de collaboration extrêmement étroit entre la douane, les douanes judiciaires, qui ont fait un travail absolument remarquable. Donc les douanes classiques ? Absolument. Oui. Enfin, c'est un service spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité qui s'en occupe. Et puis les capacités d'investigation d'organisations comme la Direction centrale de la police judiciaire, avec tous ces ressorts que représentent Europol et Interpol, pour donner
une vision beaucoup plus technique, puisqu'on est vraiment sur cette partie de plateforme technique, pour voir comment elle fonctionne, pour essayer de démonter à la fois l'offre, la demande, de voir comment peuvent être gérés les fonds financiers qui peuvent transiter sur ces plateformes avec des escrocs, qui sont des escrocs avec un W et non pas un C à la fin, qui sont ces tiers de confiance, et identifier quelles sont les structures qui permettent à un acheteur et un vendeur de rentrer en relation. Le rôle de la police judiciaire, en complément de celui des douanes, est précisément de travailler sur ces aspects techniques de la plateforme et puis ensuite de récupérer les informations qui permettront d'ouvrir des enquêtes sur les acheteurs ou les vendeurs. Alors justement, vous avez arrêté des hommes, des femmes, une femme en particulier qui était un peu la grande prêtresse du dark web français, soi-disant, je sais pas, on l'appelait la main noire, c'est ça, en été dernier. Une mère de famille, 2 enfants, sans boulot manifestement, et qui tirait quel profit de cette activité de trafic ? Alors, ce sont d'abord des profils tout à fait étonnants qui nous ont été donnés de connaître quand cette plateforme a été démontée. Ce sont des gens qui n'ont pas particulièrement d'investissement dans la criminalité de manière générale. Mais c'est fou, ils comment ils y viennent pour faire un peu de vraisemblablement par intérêt technique, par intérêt libertaire, par intérêt financier parfois, pour essayer de glaner quelques sous. C'est comme la prostitution en fait, non ? C'est pas comme la prostitution ? Comment elles y viennent ? Parce que pour gagner de l'argent. Pour gagner un petit peu d'argent, pour en restant chez soi derrière son ordinateur. Sans s'exposer, ce sont des gens qui sont tout à fait invisibles dans le monde réel, en tant que cybercriminel. D'accord, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait par exemple ? Elle était à la maison, elle s'occupait de ses 2 enfants, elle était derrière son ordinateur et elle faisait quoi ? Comment elle animait un forum, elle mettait en relation non seulement des elle animait un forum, mais également elle entretenait cette plateforme, elle s'occupait des serveurs qui permettaient précisément de la faire tourner, de la faire fonctionner. Donc il fallait une expertise technique, informaticienne. Il faut une expertise technique malgré tout, sans trop de difficultés, parce que finalement elle avait le profil technique pour le faire. Et les gens qui sont, sans qu'elle les connaisse, pour autant physiquement, ce sont des gens qu'elle a rencontrés sur l'Internet ou qu'elle a rencontrés sur le Darknet, qui ont, avec elle, constitué cette équipe. Oui. C'est la particularité de ce système-là, on n'a pas besoin pour pouvoir monter sans se voir, sans se connaître, sans s'être jamais rencontrés. Mais elle faisait du trafic de quoi ? Elle vendait quoi ? En fait, sa plateforme servait à faire des échanges de stupéfiants, d'armes, faux papiers. Enfin, il y avait à peu près toute la panoplie. Oui, tous les lots dont vous parlez. Qu'on peut trouver sur Internet. Et combien elle gagnait par exemple, à mon sens, elle devait gagner quelques centaines d'euros par mois. Tout ça pour ça ? Tout ça pour ça. Ah oui, c'est particulier. Donc là, on n'est même pas dans l'appât du gain, parce que, excusez-moi, trouver un travail, ça coûte moins cher. Enfin, ça rapporte plus, et ça coûte moins cher, et ça risque moins en pénalité derrière. Oui, parce qu'on les retrouve, ces gens-là. C'est ce qu'il faut que vous disiez. Alors, au départ, on n'a pas d'adresse IP. Quand on est derrière notre ordinateur, nous, on peut nous retrouver en vertu de cette adresse. Après, il va y avoir des systèmes d'anonymisation, de manière à leurrer le fait de pouvoir remonter une chaîne technique. L'idée, c'est effectivement de dissimuler. C'est pour ça que la localisation géographique, avant, on disait qu'effectivement, il fallait éviter d'être sur le même territoire que sa cible, que sa victime, de manière à compliquer le travail des enquêteurs. Là, on va utiliser des moyens techniques qui vont en fait voyager à la place de l'internaute, enfin du gestionnaire de la plateforme. Et donc, c'est vrai que il y a des gros. C'est pour ça qu'on est toujours dans de la coopération policière ou judiciaire internationale. On est toujours, même si il peut y avoir de la distance, là, dans le cas de ces plateformes, la gestionnaire était à Lille, elle avait des modérateurs qui se trouvait à 800 km de là, et effectivement la notion de distance ne doit pas venir polluer le raisonnement en se disant tiens, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce qu'ils sont prêts à proximité, etc. On n'est pas du tout comme dans une bande qui doit être réunie pour être efficace, pour commettre des braquages. Ils doivent être ensemble physiquement. Là, on peut être avec des gens, et c'est ce qui va compliquer le travail des enquêteurs, parce que évidemment, vous ne pouvez pas avoir tellement de ramifications, quoi. Et puis surtout des gens qui n'ont pas de contact physique. Donc effectivement, ça oblige à avoir une nouvelle manière d'appréhender. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le fait d'avoir aussi un parquet chez le procureur de Paris, une section dédiée aussi à cette cybercriminalité, fait que, comme l'évoquait Catherine Chambon, on a une coopération des services d'enquête et après un point de centralisation judiciaire, ce qui fait qu'on a une vision à peu près, sinon exhaustive, en tout cas le plus claire possible de la situation.
C'est passionnant, ce monde du dark web. On l'évoque jusqu'à 10h avec vous, deux spécialistes, Nicolas Harpagian et Catherine Chambon. Internet obscur, caché, où le pire côtoie le pire aujourd'hui. Comment ce monde s'est-il construit et qui l'alimente? On verra quand même qu'il y a des vertus dans ce dark web. On les gardera pour la fin. Ennemi en tout cas pour les forces de police et de renseignement. On fait le tour de la question. N'hésitez pas, je vais lire déjà quelques réflexions sur les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1, et on vous attend avec Julie au standard. Le Darknet, la face noire d'Internet, nous en parlons jusqu'à 10h, tout en nous demandant pourquoi on en parle si peu en fait. Et oui, absolument, alors que c'est l'essentiel du web, même si ni vous ni moi n'avons accès au Darknet, mais en allant sur les moteurs de recherche classiques ou conventionnels, vous pouvez accéder à un moteur de recherche différent, l'installer, qui vous permettent d'accéder au Dark Web. Alors version positive, on peut aujourd'hui lutter contre un certain nombre d'oppresseurs, faire passer des discours aussi politiques pour se libérer du joug d'un certain nombre de dictatures ou de régimes forts, mais le versant le plus répandu, hélas, c'est le trafic en tout genre. Nicolas Harpagian est avec nous, expert en cybersécurité, et Catherine Chambon, sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la PJ. On parle avec vous de ce sujet à l'occasion d'un coup de filet encore important dans ce monde du dark web. 3 hommes en France arrêtés, soupçonnés d'animer une très importante plateforme, c'est-à-dire qu'en gros, on a fermé, grâce à vos services et à cette coopération des enquêteurs, Catherine Chambon, une sorte, pour reprendre l'image de Nicolas Harpagian, une sorte de grand supermarché où on avait 700, 800 vendeurs qui se faisaient plaisir en vendant des choses très illicites. Alors la dimension de la clientèle est encore à estimer, mais on peut supposer qu'il est dans ce genre de potentiel. Il peut être très supérieur, et ce sont autant des vendeurs que des acheteurs qui vont avoir proposé, et ils n'ont plus de plateforme pour le faire. En tout cas en France pour l'instant, de plateformes pour présenter leurs produits, et que du coup les acheteurs se retrouvent dans un marché qui est fermé. Ces hommes et ces femmes. C'est comme si le supermarché ne fonctionnait plus du tout et que les portes étaient closes. Ça veut dire que ces clients, est-ce que vous allez aussi les retrouver? Est-ce qu'ils seront pénalisés? Nous allons chercher les vendeurs. D'abord. Qui peuvent proposer tout aussi bien des faux documents pour pouvoir alimenter des réseaux et des filières d'immigration illégale, des vendeurs de stupéfiants qui peuvent être des déclinaisons de structures beaucoup plus organisées, ou alors des petits vendeurs, et puis les acheteurs évidemment qui ont pu acquérir des armes ou des contenus pédopornographiques. Il y a une forme d'éthique malgré tout dans certaines plateformes qui sont fermées par exemple au support pédopornographique. D'accord. D'autres sont beaucoup plus dédiés à ce genre d'échange. Donc là, plus naturellement, on ira chercher sur la plateforme qui est tombée, ou celles qui sont tombées, Blackend, notamment des vendeurs de drogue, ou des vendeurs d'armes, ou des vendeurs de données personnelles qui permettent de fabriquer et de vendre des faux documents. D'accord, mais comment vous y entrez, vous, dans ce réseau? Vous n'y entrez pas par les acheteurs? Alors nous y entrons par la plateforme, parce que c'est le moyen le plus efficace de pouvoir redescendre sur la clientèle. Donc vous faites passer pour des acheteurs classiques? Alors, ce sont les douanes qui ont mené les investigations, donc je me garderai bien de dévoiler leur technique, vous vous en doutez. En revanche, effectivement, l'idée c'est de débusquer finalement des informations qui permettent d'aller identifier les administrateurs de ces plateformes. Et puis les escrocs, ces fameux tiers de confiance qui vont assurer le paiement, la réception des paiements et la délivrance des paiements dès lors que la marchandise est conforme à ce qu'elle annonce être sur le marché. On va parler du paiement d'ailleurs, parce que ça c'est aussi très intéressant, Nicolas Harpagian. On ne paye pas ni en cash ni en carte bleue. On a un paiement adapté justement au dark web qu'on appelle la crypto-monnaie. Des crypto-monnaies, c'est-à-dire que ce sont des monnaies qui ont le fait d'être anonymes, de manière à assurer la confidentialité des transactions, et donc qui peuvent s'échanger, alors avec des cours qui fluctuent. La plus connue s'appelle le Bitcoin, mais effectivement, d'ailleurs, dans le cadre de l'opération, on va être amené à saisir, un peu comme on saisit des avoirs, on va saisir des crypto-monnaies, et l'agence du ministère de la Justice qui s'appelle l'AGRASC, c'est-à-dire l'agence qui est chargée quand des véhicules sont saisis, lorsque des maisons sont saisies, en fait, son rôle, c'est de les gérer, éventuellement, le cas échéant, à l'issue de la procédure, de les revendre. Et là, effectivement, l'État se retrouve à
devoir gérer également des crypto-monnaies de manière à faire en sorte de pouvoir prendre en compte ces actifs qui sont des actifs qui ont une vraie valeur monétaire financière. On dirait qu'on parle d'un monde à part, Julien. C'est la fou, monnaie virtuelle gérée par l'État. En fait, la monnaie n'est pas forcément illégale. La monnaie virtuelle n'est pas par nature. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la différence entre un outil technique, un véhicule technique, et puis l'usage qui en est fait. Là, il s'avère que effectivement, c'est un peu comme si on trouvait des liasses de billets. Et effectivement, le rôle de la GRASC, de l'agence, c'est de gérer et éventuellement de remettre après au budget de l'État si une fois que ces ventes interviennent. C'est de l'argent virtuel, le Bitcoin. Quand vous payez des armes ou de la drogue en Bitcoin, qu'est-ce que reçoit le vendeur? Il reçoit des Bitcoins et il reçoit ces Bitcoins, et après il peut les reconvertir. Alors soit il va les garder en Bitcoin pour faire lui-même d'autres achats. Qui ne peut faire que sur Internet en Bitcoin. Voilà, exactement. Et puis après, sinon, il pourrait les reconvertir éventuellement en euros, ou en dollars, ou en ce qu'il veut. Et ça, on ne sait pas que c'est de l'argent sale éventuellement. Exactement. C'est tout l'intérêt de cette monnaie, en fait, c'est ça? On peut tracer les monnaies. Encore faut-il qu'elles soient raccordées à des comptes authentiques et qu'elles n'aient pas fait l'objet d'un surblanchiment en étant échangées sur d'autres monnaies qui sont différentes. Avec un bitcoin, je peux acheter une autre monnaie virtuelle. Ah, d'accord. Donc l'État, dans cette position, plutôt que d'avoir des formations, des comptes à compte que pourrait être entre une Société Générale et les comptes de l'État, va chercher ces bitcoins qui sont monétisables et les met sur un compte bitcoin qui appartient à l'État. Et pourquoi on n'interdit pas les bitcoins déjà? Parce que c'est une méthode technique de blockchain qui permet des échanges monétisable. En fait, c'est une technologie tout à fait mais qui n'est pas illégale par nature. Non, qui n'est pas illégale, qui n'est pas illégal par nature. On ne peut pas dire que des euros qui permettent d'acheter des stupéfiants ou une baguette de pain, sont illégaux. C'est une monnaie. Oui. Mais il y a des banques qui conservent vos bitcoins, comme nos banques à nous conservent nos euros. Oui, vous avez des comptes. Sur les plateformes. Oui, vous avez des comptes. Ce sont les banques toutes virtuelles qu'on connaît, toutes les banques. Alors, les banques actuellement investissent petit à petit dans la blockchain, mais pour en faire des gestions de produits financiers à leur main. Les blockchains sont gérées, que ce soit le Bitcoin ou Ethereum, mais sont gérées par des plateformes qui sont dédiées. À Paris, vous avez par exemple la maison du Bitcoin qui assure la gestion et puis l'ouverture des wallets. La maison du Bitcoin. Ah oui. Alors effectivement, c'est vrai que c'est aussi ces plateformes pouvant faire l'objet de piratage éventuellement, comme c'est arrivé, puisque effectivement ça a une valeur et donc effectivement ce sont des entreprises qui peuvent faire l'objet de piratage. Merci. On fait le tour de la question sur ce dark web. Encore une bonne demi-heure ensemble parce qu'il y a des choses à dire. Vraiment, monde parallèle, vous en apprenez. Crypto-monnaie. Est-ce que les criminels d'antan, j'allais dire, se retrouvent aussi sur ces plateformes? On va faire le point sur ce profil aussi de vendeurs et puis les acheteurs, bien sûr, parce que pour qu'il y ait une offre, il faut bien une demande. Vous disiez Nicolas Arpagian tout de suite. Nous parlons ce matin du dark web, l'internet côté sombre, avec Wendy Bouchard et ses invités. Catherine Chambon, qui est sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la PJ, et Nicolas Arpagian, ils sont tous les deux en studio avec nous. Nicolas Arpagian, qui est expert en cybersécurité. Avec le réseau de la main noire, un des réseaux les plus puissants dans le monde francophone, tenu par un certain nombre de techniciens, de modérateurs français qui n'a plus beaucoup de force. Vous avez coupé la tête, vous avez coupé les jambes. Catherine Chambon, il reste peut-être quelques agitateurs autour, mais en tout cas, le démantèlement est en marche. Vous êtes en train de faire un travail de fourmi parce qu'on est vraiment dans un réseau où tout fonctionne avec des ramifications incroyables. Il faut juste taper au bon endroit. Ça, c'est tout le problème. Il faut taper au bon endroit et associer les forces de l'État, puisqu'on parlait des douanes, mais on doit citer aussi la direction de la police de l'air aux frontières, qui est un office spécialisé dans la lutte contre l'immigration, parce que les facteurs de débuscage de ces plateformes vient aussi des intérêts qu'elles portent. Et on sait que Black Hand était très orienté aussi vers les faux documents. D'accord. C'est un travail qu'a mené la police alimentant l'immigration clandestine, oui. Et voilà, avec des filières d'immigration qui récupéraient comme ça des faux documents pour pouvoir alimenter des passeurs qui ensuite font rentrer des gens sur le territoire ou qui leur permettent de voyager sans trop de risques. Donc on voit bien que derrière, il y a malgré tout des connotations très pratiques de la vie réelle qui sont celles d'un trafic ou d'un autre et qui vont permettre de trouver des angles d'attaque, des angles d'entrée dans ces plateformes pour en identifier
les organisations tutélaires. Oui, mais pour dire clair, Nicolas Arpagian, est-ce que le dark web, c'est l'ennemi numéro 1 aujourd'hui des forces de sécurité par rapport à tous les trafics qui existent en surface, les mêmes, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic d'organes, mais là, alors, cela, numéro 1, c'est un endroit de transaction, c'est un endroit de commerce, c'est-à-dire que c'est un endroit où en fait on va faire l'ultime, une fois que des piratages sont intervenus, une fois que des logiciels malveillants ont été élaborés, une fois que des armes ont été obtenues, c'est l'endroit où va se concrétiser la transaction, la mise sur le marché. Donc effectivement, c'est un lieu important. Simplement, c'est pas le cœur. Ça n'empêche qu'il y a comme des gens qui produisent des stupéfiants, des gens qui ont cette économie physique. Par contre, c'est effectivement un lieu de bascule. Pourquoi ? Parce que les moyens techniques sont peu coûteux pour y accéder, en tout cas pour être actif. Il y a des moyens qui sont de plus en plus accessibles techniquement et financièrement. Et puis, il faut quand même le reconnaître, le quantum des peines, c'est-à-dire les peines encourues, les investigations sont plus complexes, plus longues. On parle là des opérations qui viennent d'aboutir. C'est des années d'enquête. C'est là parce que effectivement, c'est un moment où les douanes, la DNRED, les enquêtes de renseignement douanier, à un moment à concrétiser une masse d'informations. Simplement, il a fallu un premier fait, une première indication. Un autre service de police avait trouvé également des éléments. Et puis à un moment, ils ont comparé leurs offres. Qu'est-ce que tu as ? Et en fait, les douaniers avaient manifestement de l'avance par rapport au service de police judiciaire. Donc, on a centralisé, mais c'est un travail de fourmi. Pourquoi ? Parce que, évidemment, les polices des pays démocratiques respectent le code de procédure pénale et sont très rigoureux de, justement, avoir des procédures robustes. C'est-à-dire que quand on va aller devant le juge, il faut que les accusations, les éléments de preuve tiennent la route et ne soient pas justement contestables. Et donc, on voit bien que ça prend beaucoup de temps. Et donc, le pirate peut avoir un intérêt à se dire, je peux automatiser mon dispositif, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de personnel. Vous évoquez Black Hand, c'est 3-4 personnes, un nombre très limité pour un marché qui est potentiellement international. Donc vous avez une économie de moyens qui est très attractive. Pourquoi ? Parce que ça vous évite de diviser les gains et en plus vous évitez la surpopulation dans votre équipe, ce qui fait les risques de défaillance, les risques d'interpellation et puis les occasions de communiquer les uns avec les autres qui sont autant d'occasions d'interception par les services d'enquête. Donc on est dans une économie qui est totalement numérisée, comme l'économie licite. Et donc, évidemment, les pirates qui sont, je le rappelle, des entrepreneurs comme les autres, c'est-à-dire des gens qui cherchent à maximiser leurs gains, réduire leurs risques, améliorer leurs marges, effectivement, utilisent ce territoire et cette panoplie technologique. Un tiers du dark web et du porno, dont une grande partie du pédopornographique, et un second tiers des contenus illégaux, le dernier tiers des sites inclassables. Alors, cette répartition, elle est sympathique et intellectuellement à envisager. Oui, parce que vous n'avez pas affaire à un annuaire que vous allez pouvoir qualifier et demander. Donc, qui est par grosse masse. Rendre les choses claires. Non, mais c'est-à-dire que vous mettiez de la pornographie. Enfin, vous prenez, sinon tous les vices, en tout cas toutes les activités que connaissent bien les services de police et de gendarmerie. Oui, bien sûr que, en fait, globalement, on revient sur cet univers aussi. Il y a une demande, il y a effectivement cette offre qui se constitue, et c'est plutôt pour des activités illicites, mais bien malin qui pourrait. C'est pour ça que c'est un monde où il est moins confortable de quantifier le nombre de plateformes, le nombre d'intervenants et a fortiori la nature des prestations proposées. Il faut reconnaître que le dark web a été surtout investi dès le départ. C'est ça, dès la création d'Internet. Par les pédopornographies, pour faire des échanges de fichiers ou de fichiers live ou de fichiers photos, de fichiers vidéo. C'est eux qui ont lancé vraiment eux qui ont lancé parce qu'ils sont toujours à la recherche d'un espace où ils pourront échanger de manière à peu près libre et en tout cas à l'abri le plus possible évidemment des investigations qui se mènent au niveau international. Surtout que le numérique est très utile pour des gens qui ont un centre d'intérêt commun mais peu fréquent. Et donc effectivement, parce que quand très vite dans votre entourage où vous ne voulez pas communiquer évidemment sur votre goût pour la pédophilie et vous cherchez des gens qui ont cette même attirance. Et donc l'avantage du numérique, c'est d'atteindre à l'échelle internationale des gens qui partagent le même intérêt. Et donc effectivement, ils se sont, surtout avec des moyens de chiffrement, des moyens de dissimulation, ça fait autant de caractéristiques qui pouvaient attirer les amateurs de pédophilie parce que effectivement vous avez la capacité du réseau, des gens qui ont un centre d'intérêt commun mais rare et de le faire et de le retrouver, de les identifier à l'échelle internationale. L'horreur, c'est que c'est un marché. Voilà. C'est un marché, c'est certainement un lieu. Alors quelquefois ça peut être un échange, ça peut être un marché de troc, pas forcément d'échange monétaire, mais en tout cas, et quelquefois vous avez des gens qui vont offrir un produit, un service, un logiciel pour montrer leur crédibilité, pour montrer
montrer un peu comme montrer leur valeur sur le marché. Et donc, il y a aussi cette possibilité, quelquefois, d'offrir ou de mettre à disposition un outil malveillant de manière à montrer que, voilà, vous êtes quelqu'un qui est partie prenante de sa communauté. Oui, tout est permis dans l'absurde, aussi sur le dark web. À tout de suite sur Europe 1 avec Nicolas Arpagian, Catherine Chambon. N'hésitez pas, les amis. Je vous sens très captif, évidemment. Vous apprenez autant que nous, mais n'hésitez pas. Nos experts sont là pour vous éclairer. Et les questions à l'avenant, si vous le souhaitez. À tout de suite avec Julie. On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. Oui. La face noire d'Internet. Et on en parle jusqu'à 10h, Wendy Bouchard. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, notamment André sur Facebook qui demande à nos invités, Nicolas Arpagian, expert en cybersécurité, Catherine Chambon, spécialiste de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la PJ, s'il est envisageable de fermer le dark web. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? C'est-à-dire, on casse un réseau, on le rend exsangue, on l'assèche. Au bout du bout, c'est ce que vous voulez faire avec vos services, Interpol, Europol c'est l'objectif, en tout cas, de démonter les systèmes qui existent déjà. Les plateformes et les actions de coopération ont permis de travailler sur des plateformes qui étaient plutôt hébergées, par exemple, aux Pays-Bas ou en Angleterre, ou en Allemagne ou dans d'autres États. Les Américains sont très, très investis depuis des années, mais ça n'empêche pas la résurgence de ces plateformes sous une autre forme, avec d'autres modérateurs ou d'autres administrateurs. Si par hasard, ils ont fait fermer, par exemple, Silk Road, le FBI fait fermer Silk Road en 2014 et il est réouvert quasi automatiquement par d'autres équipes qui reprennent évidemment la clientèle, parce que de toute façon, une fois de plus, c'est une question d'offre et de demande. Donc le besoin existe et il suffit de réinvestir le domaine. Donc Silk Road a vu Silk Road 1, Silk Road 2, 3, et les Américains ont suivi évidemment l'évolution de cette plateforme. Donc il y a une résurgence régulière des... Voilà, tant qu'Internet existera, on aura toujours probablement une Donc je pense qu'il faut vraiment montrer cette coopération et qu'elle aboutit petit à petit au démontage de ces plateformes pour que petit à petit on insécurise. C'est ça. Je ne vais pas reprendre le terme de Charles Pasqua, mais en gros c'est ça, c'est les insécuriser en leur disant qu'ils ont de moins en moins d'espace, parce que, pour répondre à l'internaute, il n'y a pas un espace, un périmètre très clair qui est défini, qui répondrait à une loi Carrez, pour dire on ferme cet espace-là et on met la clé. C'est pas comme un quartier. En fait, l'idée, c'est la facilité aussi de constitution d'une plateforme. C'est-à-dire que il faut peu de moyens techniques ou financiers pour rouvrir une plateforme. Et ensuite, cette plateforme, elle va attirer. Pour ça, on peut faire l'analogie d'un centre commercial. Le centre commercial est un lieu physique. Il doit attirer des commerçants chacun va prendre une boutique à l'intérieur du centre commercial, et donc il va falloir faire venir ensuite des visiteurs. On est dans le même schéma d'aménagement commercial d'une périphérie urbaine. Sauf qu'on ne sait pas combien de visiteurs y vont au quotidien. C'est difficile. Et au niveau le gestionnaire de la plateforme le sait. Effectivement, il n'y a pas de statistiques faites par des autorités ou par des tiers. Par contre, on voit bien qu'on va fermer le centre commercial. C'est vrai que dès lors qu'il y a des marchands, il y a donc des clients. Ces clients vont être un peu délaissés quelque temps, et puis ils vont réinvestiguer, se recommander les uns les autres pour trouver une plateforme alternative. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il faut rendre la commercialisation inconfortable, instable, de manière à se dire que ce n'est pas un endroit où il y a une impunité qui ferait que ce serait un lieu de prospérité pour des activités illicites. Par contre, on voit bien qu'il y a une facilité technique et financière pour ouvrir les plateformes. Donnez pas de conseils. Non, c'est un constat, et il y a par contre une rigueur de la part des services d'enquête de manière à trouver les responsabilités pour le respect de la procédure pénale. C'est-à-dire faire en sorte que leur procédure soit totalement incontestable et bien documentée. Il n'y a évidemment pas de contrôle parental, ce qui signifie que des mineurs pourraient y aller, nous demande Adeline. On ne donne pas le mode d'emploi. Non, mais c'est possible. Il suffit qu'ils téléchargent Tor. Alors après, la vigilance des parents sur l'utilisation de Tor sur un des ordinateurs de la maison peut être aussi une barrière, mais elle me paraît bien fragile. Et si l'adolescent ou le jeune enfant va sur Tor pour y charger je ne sais quel fil en streaming, évidemment, il va pouvoir parce qu'on trouve aussi tout ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi les facilités. Dès lors qu'il y a une demande de produits effectivement illicites, enfin en tout cas ne respectant pas un certain nombre de droits, en tout cas il n'y a pas de filtrage parental. On se retrouve juste après la pause. Encore quelques questions au standard et sur Twitter, #Europe 1.
Pendant quelques minutes encore, nous vous faisons découvrir le monde du dark web, l'internet sombre, caché, où le pire côtoie le pire. Wendy Bouchard. Oui, le darknet qui échappe de moins en moins à la loi. Des arrestations en cascade de ces derniers temps en sont la preuve, et elle nous parlait de la coopération justement au niveau européen, international, Europol, Interpol, tous les services mobilisés pour lutter contre cette cybercriminalité. Catherine Chambon qui travaille à la direction centrale de la PJ. Un petit message de Catherine Hémin sur le hashtag Europe 1 qui vous salue, madame et monsieur. Ce darknet traduit le pire côté obscur de la nature humaine. Les États doivent doter les services de lutte contre la cybercriminalité des moyens humains et matériels pour éradiquer ce fléau. En la matière, on en a des moyens en France et en Europe pour cela, Catherine Chambon. Alors nous avons des moyens humains, évidemment, techniques et juridiques. Oui. Et c'est aussi ces endroits qu'on constitue Europol ou Interpol qui permettent d'ajouter finalement ces compétences et ces capacités, de les partager, et pour pouvoir non seulement organiser des opérations qui ont une dimension européenne ou internationale avec une forme de coordination en temps réel, et puis des réflexions qui sont menées dans ces enceintes qui bénéficient évidemment d'une réflexion européenne ou mondiale pour développer des outils qui nous vont permettre aux pays membres ou aux États membres d'être de plus en plus performants dans ce genre de lutte. On a toujours dit que la police, la gendarmerie et les services d'enquête étaient de manière générale toujours en réaction. C'est exact, puisque ce sont évidemment les criminels qui vont d'abord investir un domaine, et quand on les débusque dans ce domaine, on développe des outils pour aller les y chercher et les débusquer à notre tour. Donc ces coopérations sont essentielles à la construction de ces outils. Donc les moyens sont effectivement donnés au niveau national, dans un cadre juridique qui est précis, qui s'applique dans l'état dans lequel il est mis en œuvre, et puis ensuite des moyens techniques qui sont plus partagés, cette fois-ci au niveau européen, au niveau international. La lutte antiterroriste passe aussi par la lutte anti-cybercriminalité aujourd'hui, Catherine Chambon. Elle y passe également, puisque la propagande et puis l'apologie du terrorisme ont trouvé évidemment des espaces tout à fait intéressants avec Internet pour se déployer et se développer. La propagande s'exerçant tout aussi bien dans le web d'ailleurs qu'avec un archivage qui sera peut-être beaucoup plus dissimulé dans d'autres sphères du deep web, voire du dark web. Ce qui est intéressant, Nicolas Arpagian, c'est que le pire a pris la place essentielle sur ce dark web, mais on parlait pendant la pause encore des printemps arabes. À ce moment-là, la résistance à une forme d'oppression se diffusait beaucoup justement par le canal du deep web et pas par les réseaux alimentés en surface par le net. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu de confidentialité. Et donc cette confidentialité, c'est pour se prémunir d'interceptions, d'écoutes de la part de tiers. Et ces tiers peuvent être des régimes autoritaires, et donc il faut, c'est vrai, préserver ce lieu de partage, d'échange, d'informations entre des gens qui aspirent à sinon une démocratie, en tout cas un modèle ouvert, à des modèles, à des modèles effectivement démocratiques. Donc la question, c'est que on est bien dans un outil technique. On parle d'outil agnostique. Il n'est pas bon ou mauvais par nature. C'est ça. Il dépend de l'utilisation qu'on en fait. Voilà, ce sont les finalités. Mais comme tous les outils du numérique, qui permettent au contraire quelquefois de collecter de l'information et d'avoir une valorisation de la connaissance de manière la plus constructive, la plus intelligente possible. Et puis évidemment, vous avez ce même outil qui peut servir à réunir des gens qui ont en commun une perversion, en commun effectivement des et c'est plus critères. Répandu, hélas, que les vertus. Et effectivement, ceux-là, ils sont plus, en général, ils ont une dynamique. C'est-à-dire qu'ils ont les juristes parlent de l'intérêt à agir, c'est-à-dire qu'ils ont cet intérêt à agir, à faire en sorte de se réunir, de se trouver. On prend l'exemple de la pédopornographie, trouver des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui vont permettre d'alimenter la base de connaissances, presque de se rassurer aussi, de se dire après tout, je ne suis pas anormal puisque j'ai d'autres gens comme interlocuteurs qui ne me jugent pas. Bref, ils ont cette dynamique-là. C'est vrai que les services d'enquête, on prenait l'exemple de la dernière interpellation. Les douaniers avaient à un moment commencé à identifier la personne, la personne meneuse du projet. À ce moment-là, c'est vrai que d'autres services, par un autre biais, avaient d'autres informations, services de police judiciaire, et donc on voit bien que quelquefois c'est très polymorphe. On a quelque chose de très mouvant, et donc en fonction de son histoire, de l'angle ou des moyens d'investigation dont ils disposent, ils ont eu un bout de la machine, et c'est bien la mise en commun qui permet d'avoir une vision, sinon exhaustive, en tout cas la plus complète du dispositif. D'où l'importance de la collaboration entre les services
au niveau national et puis et international. Avec ce dark web dont on a expliqué qu'il fonctionnait aussi en crypto-monnaie, le fameux Bitcoin, voilà, qui est la marque aussi la plus répandue, notamment, voilà, pour éviter d'être repéré. C'est aussi un marché noir numérique. Nous sommes cernés. Merci. Par les trafiquants et les faussaires. Oh oui, Nicolas Arpagian, je précise votre ouvrage si vous voulez en savoir plus, le Que sais-je sur la cybersécurité aux éditions PUF. Et Catherine Chambon, merci pour votre travail au quotidien avec vos équipes, la direction centrale de la PJ en charge de la lutte contre la cybercriminalité. Merci de votre présence ce matin. Merci à vous. Et à tout de suite sur Europe 1 pour parler d'un autre sujet, l'éthique, mais dans les cosmétiques justement. Ça va vous intéresser aussi, chers amis. N'hésitez pas à vous poser des questions si vous doutez de la pertinence des produits que vous mettez tous les jours sur la peau. À tout de suite.